Oui, merci Monsieur le Président. Un point qu'a souligné un peu en creux Stéphane, et je pense qu'il faut le dire et le redire, c'est vrai qu'on a fait un slogan phare, et c'est vrai, c'est une réalité, de dire Brest et Quimper à 3 heures de Paris, c'est-à-dire l'accessibilité de la pointe finistérienne aux grands centres de décision nationaux. Et je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'on est d'accord là-dessus. D'ailleurs, c'est sans doute un point, et ça fait un point commun avec la délibération précédente, c'est toutes les questions d'accessibilité et le caractère excentrique de notre département. En métropole, on est sans doute le plus excentrique aujourd'hui. Juste après nous, c'est l'Amérique. Donc le Canada, plus exactement. Mais effectivement, c'est sans doute un sujet qui fait que des générations d'élus se battent sur ce sujet-là. Pour autant, il faut aussi le dire, parce que ça me semble important de le redire, c'est pas que la question de l'accessibilité de Brest, Quimper à Paris. Je crois qu'il faut aussi rappeler qu'on a 2 capitales régionales qui sont Nantes et Rennes, et que là aussi on a intérêt à travailler la connexion à nos grands centres urbains, faire en sorte que les grandes agglomérations finistériennes, Brest et Quimper, soient aussi très bien connectées, avec d'ailleurs tous les territoires ruraux qu'elles traversent, à Brest, à Rennes, pardon, et à Nantes. Et ça, c'est un vrai sujet, surtout quand on regarde la connexion avec Nantes, qui n'est pas dans la région administrative Bretagne, et on voit bien les difficultés aujourd'hui qu'on a pour y aller. Donc ça, je pense qu'il faut aussi qu'on le martèle un peu plus dans nos délibérations, dans nos prises de position, que c'est aussi d'abord une accessibilité de la Bretagne à la Bretagne, et pas seulement vers Paris. Et que ce projet de l'ENOPBL, il y participe aussi à sa manière. Le second point que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a la question de la participation financière, de l'ingénierie financière, et c'est souligné quand même dans la note, dans la délibération, c'est que l'étude, elle doit déboucher sur une enquête publique. Enquête publique qui sera par conséquent soumise à la concertation publique. Et on sait, même si on est tous assez d'accord pour défendre ces enjeux d'accessibilité, qu'il y aura des impacts. Il y a la question du relèvement de la vitesse, des aménagements capacitaires, mais vous l'avez dit, Monsieur le Président, il y aura ce qu'on appelle des shunts, c'est-à-dire des lignes nouvelles, qui nécessairement auront des impacts sur le milieu. Et la vitesse, l'accessibilité, elle est pour nous, mais les aménagements et les impacts, ils sont à l'est de la Bretagne. Donc, il faudra aussi à un moment qu'il y ait un grand débat public sur ce sujet, entre d'un côté, sans doute les avantages à obtenir un transfert modal vers un mode de transport décarboné qui est le train, et de l'autre côté, sans doute des impacts environnementaux à l'heure du ZAN qui ne sont pas neutres, parce que si on n'est pas capable effectivement de justifier auprès des habitants et des élus que si d'un côté on a peut-être des effets négatifs qui sont ceux de l'artificialisation aux terres agricoles, peut-être qu'ils sont compensés derrière parce qu'on sera capable d'effectuer un puissant transfert modal de la route vers le rail, donc vers un modèle décarboné. Et si on est capable de faire ça dans ces études, je pense que la teneur du débat elle sera beaucoup plus utile et qu'on évitera peut-être des débats polémiques et politiques un peu durs qu'on a pu voir sur d'autres infrastructures. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de l'A69 dans le sud de la France. On a vu par contre ce qui s'est passé sur Notre-Dame-des-Landes. Et il ne faudrait pas que sur un sujet de cette nature, on arrive au même débat. Et le meilleur moyen de ne pas arriver sur ces débats-là, c'est sans doute effectivement que ces études soient très poussées sur à la fois ces 2 aspects que j'ai évoqués, les impacts d'un côté, mais aussi les aspects positifs qui sont le transfert modal vers un mode de transport décarboné. Donc ça, je pense que l'étude, on devra, dans le COPIL où le département sera représenté, on aura intérêt fortement à insister là-dessus pour qu'il y ait bien un débat démocratique, libre et éclairé qui puisse se faire et que les décisions soient ensuite prises sur le principe même, au-delà de la question du financement qui effectivement est importante. Dernier sujet sur lequel je voulais m'exprimer, effectivement, il ne faut pas opposer les mobilités du quotidien avec ces aspects d'infrastructure, les deux étant quand même parfois liés, puisque quand on améliore les infrastructures pour la grande vitesse, on les améliore aussi pour les TER. Il y a un sujet néanmoins sur lequel je voulais alerter un peu le département. Le département n'est pas concerné directement, mais est-ce que ce n'est pas de sa compétence? Le département n'est pas autorité organisatrice de mobilité, même s'il intervient sur la question LNOPBL. C'est le sujet du syndicat que la région porte avec des intercommunalités, Bresgo Sud Express. Moi, dans ma commune, par exemple, c'est 25 trains de plus par jour. J'ai 3 passages à niveau en centre-ville, dont 2 sur des routes départementales. Je me questionne aussi à l'avenir, au-delà de l'avantage sur le transport décarboné, sur les impacts sur les flux de circulation routière, et notamment sur les axes municipaux et aussi départementaux, parce que ça ne s'arrête pas au passage à niveau du centre-ville, c'est aussi après sur la route qu'il a de la compétence du département. Et je pense que là, on a une compétence connexe à celle de la région et des intercommunalités, sur lequel il serait important, sur ces questions des mobilités du quotidien,
que le département puisse aussi être présent aux côtés des acteurs du territoire. Et je pense notamment peut-être pour travailler sur certains axes à des études pour des plans de déplacement, parce que ces territoires seront forcément impactés. Et je pense que c'est un sujet qui n'est pas neutre. Et juste pour conclure, pour ne pas être trop long, j'ai déjà évoqué ces sujets par le passé. Et là aussi, je souhaiterais que je fais de la redite pour que c'est l'effort de pédagogie. Il me semble qu'il est important aussi que notre collectivité se positionne, ce n'est pas de sa compétence, mais comme ne l'est pas d'ailleurs la grande vitesse, qu'on se positionne aussi sur d'autres sujets, comme par exemple le fret ferroviaire, qui est très important pour le Finistère, pour l'avenir de notre tissu industriel et agricole, comme d'ailleurs sur la question du train de nuit, qui est aussi très importante, puisque bien évidemment, les échéances qui sont données pour la grande vitesse vers Brest et Paris, c'est pas tout de suite, alors qu'il y a un plan gouvernemental qui a été lancé il y a déjà quelques temps, pour le retour du train de nuit, dans laquelle la Bretagne, Brest, Quimper sont les grandes oubliées. Et donc pour moi aujourd'hui, le train de nuit peut devenir une alternative provisoire à la grande vitesse, à condition que je ne sois pas tout seul à le défendre et que aussi les grands acteurs du territoire, et je peux vous dire que pour rencontrer souvent des chefs d'entreprise sous une autre casquette, la question du train de nuit pour eux elle est très importante. Encore plus importante maintenant que la capacité aéroportuaire est quand même très réduite. Donc c'est quand même un sujet qui n'est pas neutre et qui, en plus de favoriser l'accessibilité et l'emploi, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est aussi derrière des actions très concrètes pour la décarbonation de nos modes de vie. Donc je pense qu'on a intérêt à aussi, au-delà de ces conventions, qui sont sans doute des très bonnes choses de mon point de vue, mais qu'on puisse aussi après pousser la réflexion sur d'autres sujets, puisque même si on n'a pas la compétence sur tout, on a quand même le ministère de la parole, autant l'utiliser. C'est la synthèse. Non, je rejoins sérieusement les observations et les interventions de mon collègue Michel Loussoirne. Je voudrais un petit peu enfoncer le clou de manière tout à fait pacifique. Rappeler que le transport, ça représente 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a évidemment un enjeu de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique. Et également pour un enjeu de cohésion territoriale, un enjeu de mobilité, un enjeu de justice sociale derrière ces questions de transport ferroviaire. Il faut évidemment que le débat s'ouvre en grand sur les impacts et les retentissements de cette ligne à très grande vitesse jusqu'à Brest et Quimper, surtout s'il y a des tronçons de voies nouvelles qui ont une emprise foncière, une emprise sur les terres agricoles ou sur des espaces naturels. Attention, pour aller dans votre sens, Monsieur le Président, que ces investissements et cette focalisation sur la très grande vitesse n'amènent pas non plus à négliger l'ambition sur les déplacements et les trains du quotidien, les déplacements domicile-travail ou domicile-études ou lieu de formation, et la question de la redynamisation à prévoir pour les lignes ferroviaires dites de desserte fine du territoire. Je pense notamment à la ligne Quimper-Brest, avec la nécessité de poursuivre la modernisation de l'axe Quimper-Landerneau, notamment par une double voie de 13 km à partir de Anvec vers Irvillac et Dirinon, de manière à rendre ce trajet ferroviaire plus attractif par rapport à la route. Rappelons qu'il y a 25 000 à 48 000 véhicules par jour sur cet axe. Pensons aussi à la ligne Morlaix-Roscoff. Les premières conclusions de l'étude ont été dévoilées sur le chiffrage des travaux d'investissement pour une relance de cette ligne qui est à l'arrêt depuis 5 ans et qui porte à 76 millions si on ne fait pas de fret ferroviaire, jusqu'à 80 millions si on fait un fret ferroviaire sur cette ligne, sur cet axe Morlaix-Roscoff. Alors c'est un coût important, certes, mais qui est à relativiser à la fois par rapport au coût des aménagements routiers et à la durée d'amortissement d'un tel investissement et à son intérêt pour l'aménagement du territoire. Pour l'instant, il n'y a pas eu de décision prise sur suite à cette étude qui est un petit peu à sa mi-temps, mais en tout cas, une décision a été prise qui est de ne pas déclasser la ligne et de ne pas déferrer la voie. C'est sans doute le plus important en attendant que l'argent de l'État arrive pour réellement redynamiser les lignes ferroviaires de proximité. Il y a aussi la question
de la cadence des trains du quotidien. Je pense qu'on peut se féliciter de la décision de la région d'investir 50 millions d'euros sur les nouvelles trames de train qui permettra le passage d'un TER tous les 30 minutes entre Quimper et Vannes aux heures de pointe en 2025. Et en 2026, l'accent sera porté sur l'axe Lamballe-Brest. Rappelons que la fréquentation des TER bretons a augmenté de 46% en 6 ans depuis 2019. Il y a un vrai besoin, un vrai engouement du train. Pour limiter le caractère accidentogène de la route et surtout les émissions de gaz à effet de serre, il faudrait, comme l'a rappelé mon collègue Michel Loussoirne également, relancer le fret ferroviaire en France et en Bretagne. Le transport de marchandises par le rail en France est passé de 14,6% en 2009 à 9% aujourd'hui. Et pour la Bretagne, le taux de recours au fret ferroviaire pour le transport de marchandises n'est que de 1,4% de transport de marchandises, essentiellement pour des céréales, pour l'alimentation animale. Alors évidemment, il y a une ambition régionale d'augmenter, de multiplier par 6 cette part du fret ferroviaire d'ici 2050, mais pour l'instant, l'objectif est un petit peu loin, d'autant que l'activité fret de la SNCF est en train d'être démantelée pour être privatisée, que le fret SNCF a perdu 10 000 emplois depuis 20 ans et qu'il faudrait certainement faire des investissements sur les terminaux de fret ferroviaire et également peut-être prévoir des études pour une deuxième gare à Rennes, de manière à ce qu'il n'y ait pas de concurrence entre le transport voyageurs et le fret ferroviaire, parce qu'actuellement, la gare de Rennes joue un petit peu comme une forme de goulot d'étranglement, dû notamment au succès du trafic TGV voyageurs. Voilà pour les petites observations que je pouvais apporter au débat.